Monsieur le Président, vous voyez que je fais une mauvaise imitation de François Mauriac. Et je n'y peux rien. Après l'édition de 1815 du dictionnaire des girouettes, une seconde version parue en 1948 où François Mauriac eut une place de choix. Voilà ce qu'on y disait. En vérité, M. Mauriac, avec M. Mauriac, on ne sait jamais exactement où on en est. Un jour blanc, un jour noir, un jour bleu, un jour rouge, un jour réclamant des têtes, le lendemain s'habillant dans le miel de la charité, un jour travaillant avec ses amis communistes, le lendemain les dénonçant comme des traîtres, un jour Pétain, un jour De Gaulle, un jour De Gaulle, un jour Pitot, un jour le pape, un jour le diable, on s'y perd. Beaucoup, en effet, s'y sont perdus. Lassés de chercher en vain une famille idéologique à laquelle rattacher l'auteur du bloc-notes, ils l'abandonnèrent avec mépris dans une sorte de lame politique, ou bien le fichèrent dans sa dernière posture, celle du gaulliste ardent, de l'agiographe de la cour, bien survitré, tel que Moisan savait le croquer. On le voit ici, au sacre de De Gaulle, se sacrant lui-même, bien évidemment, sur la droite portant la croix de Lorraine. Dans le propos de cet après-midi, donc, Mauriac et De Gaulle, je parlerai surtout du premier, tout en essayant par le second de montrer l'injustice faite à Mauriac quand on le plaça un peu lestement en tête des girouettes de son temps. On peut apercevoir trois moments dans le gaullisme de Mauriac. D'abord le temps de la rencontre, ensuite le temps de l'éloignement et enfin le temps de la ferveur. Le temps de la rencontre. Elle débute bien évidemment, cette rencontre, par le cataclysme de 1940. François Mauriac partagea le désarroi de la majorité de ses compatriotes dans l'humiliation de la défaite, puis de la mutilation et de l'occupation. Mauriac prêta un moment son attention à la voix de Pétain. Cependant, il n'écrivit rien qui ne fût comparable à ce que le vainqueur de Verdun inspirait à beaucoup durant ces 2 premiers mois d'une tragique histoire. Il se ressaisit enfin le 23 juillet 1940 dans un article paru dans le Figaro où il appela à ne pas se renier. Bien que Mauriac crût 2 ans au double jeu de Pétain, il mit sa plume au service de la résistance. En fait, Mauriac exécrait l'idéologie de Vichy, une idéologie qui n'avait dû son triomphe qu'à la défaite de la France. Bouleversé par le statut des Juifs, il n'eut aucune peine par la suite à rejoindre les lettres françaises clandestines, puis les éditions de Minuit, auxquelles il donna un petit livre, Le Cahier Noir, qui fut un cri d'espérance en 1943, lancé au plus sombre de l'occupation. Et du côté vichiste, Mauriac devenait la cible d'attaques de plus en plus violentes. À l'automne 1943, il fut prévenu qu'il devait se cacher. Mauriac rentra alors dans une semi-clandestinité. Le 30 octobre 1943, il entendit le général de Gaulle citer son nom dans un discours où le chef de la France libre rendait hommage à l'union des combattants et des intellectuels. Mieux, de Gaulle puisait sa péroraison dans un des articles de Mauriac. Le 5 novembre 1943, Je suis partout rebondit sur cette affaire. De Gaulle vend la mèche. Pouvait-on lire dans le journal collaborationniste. Et de poursuivre. Le général Microt a oublié les règles de prudence et qu'il est élémentaire de respecter entre gens du milieu. À la liste des penseurs de l'émigration, il a froidement ajouté les noms de M. François Mauriac et de M. Louis Aragon, qui sont de tout cœur avec De Gaulle, c'est entendu, mais qui n'ont point encore, que nous sachions, pris l'avion de Londres. Autant dire que si Mauriac ne prenait pas cet avion, pour Londres, il était à la merci de ceux qui pouvaient lui faire reproche d'une collusion avec la France libre. Le débarquement
marqua le début du dénouement. Et de Gaulle. Ce qui frappe, c'est combien le chef de la France libre est absent dans les textes de Mauriac. Il n'est quasiment jamais cité. Ce fut pourtant à de Gaulle qu'il consacra son premier article donné au Figaro, ressuscité le 25 août 1944, et qu'il intitula non pas le meilleur des nôtres, mais le premier des nôtres. Beau texte qui met en lumière ce que de Gaulle représente aux yeux de Mauriac, à savoir l'incarnation de l'espérance. Et lui seul fut investi de cette grâce. Nul autre ici ne l'égale, mais la gloire de Gaulle n'occultait pas la mémoire de ceux qui accompagnaient ce jour de victoire où Paris était libéré et auquel ils avaient donné leur vie. Mauriac cita quelques noms de communistes, de chrétiens, tous unis dans une même mémoire, tous unis dans une même et seule gloire, tous unis dans un seul et même linceul. Le premier texte de François Mauriac, sorti du silence, fut donc pour de Gaulle, qu'il rencontra le lendemain de son retour à Paris, le 1er septembre 1944. Claude Guy, officier d'ordonnance du général et témoin de la scène, rapporta que l'académicien, je le cite, avait l'air de quelqu'un qui tombe sur le bon Dieu en chair et en os. Fasciné par cette pensée souveraine, le mot est Mauriac, Mauriac dit par ailleurs avoir manqué de défaillir devant de Gaulle. Il était convaincu de l'identification du général à la France. Le général incarnait donc la France redressée. Il était celui qui avait permis au pays humilié de recouvrer l'honneur et le rayonnement international. Celui, enfin, qui façonna l'histoire à l'aune d'une doctrine politique que Mauriac résume ainsi: l'invitation à la grandeur. Cette grandeur passait par l'indépendance de la France et par le rayonnement spirituel de celle-ci. Le rayonnement spirituel de la France. Le gaullisme naissant de Mauriac n'était toutefois pas aveugle. Il a pu constater au moment de l'affaire Brasillac que le général pouvait être sourd à certains arguments. Le 3 février 1945, Mauriac le rencontra pour plaider la grâce à Brasillac. Il en tira une sorte d'amertume. Voilà ce qu'il écrit: j'ai eu l'impression désagréable d'être enfermé pendant une demi-heure avec un cormoran. Et qui parlait cormoran. Surtout, ce qui frappa chez de Gaulle, ce fut au mieux son indifférence, ou pire, son mépris. Le 15 février 1946, il fut invité par de Gaulle à Paris. Nouvelle déception. Devant lui, on se sent devenir complètement idiot. Il ne vous voit pas. On n'existe pas à ses yeux en tant que personne distincte. Il juge in abstracto ce qu'on lui dit sans le rattacher à ce que l'on est, à ce que l'on sait. Toujours un adjectif péjoratif. Ce malheureux bidot, ce pauvre Philippe, précède le nom de la personne dont il parle. Impossible de ne pas avoir là un point faible de ce grand esprit. Il crut même un moment que le président du gouvernement provisoire de la République française était indifférent aux misères de l'heure, comme détaché des contingences politiques du quotidien, tant le regard du général paraissait fixé sur les horizons lointains et du monde et du temps. Depuis la Libération, à côté de Gaulle, Mauriac plaçait ses espérances politiques dans la démocratie chrétienne, d'où jaillit en novembre 1944 le mouvement républicain populaire. Depuis donc 1944, le MRP restait à ses yeux le parti de la fidélité à de Gaulle. Les principes constitutionnels, à partir desquels devait être bâtie la 4e République, consommèrent pourtant la rupture entre les républicains populaires et de Gaulle. Le général de Gaulle démissionna de la présidence du GPRF le 20 janvier 1946 et Mauriac regretta ce geste.
le départ du général de Gaulle a chassé les dernières brumes de grâce et de miracle qui flottaient encore sur la France ressuscitée. Grâce, miracle, résurrection. Le temps de l'éloignement. Si François Mauriac adhéra à l'esprit qui animait la démocratie chrétienne, il n'eut aucun aveuglement admiratif. Dès avril 1946, il écrit ceci. Reste le cher MRP, vêtu d'une probité de moins en moins candide et d'un lin qui n'a peut-être plus toute la blancheur de ses commencements. L'éditorialiste du Figaro n'ignorait pas les dangers de la politique pour un chrétien, la pureté. Chaque personne y joue son salut, et ce n'est pas de dire pour Mauriac. De Gaulle. Les relations se sont distendues entre le MRP et le général. Pourtant, Mauriac resta fidèle à ce dernier un moment encore. En fait, l'heure des choix arriva avec le référendum d'octobre 1946, portant sur un nouveau texte de la Constitution à venir. De Gaulle s'y opposa. Le MRP tint la position inverse. Mauriac se démarqua clairement du discours gaulliste. Il afficha davantage son désaccord avec le général de Gaulle lorsque il créa le Rassemblement du peuple français. Selon lui, l'homme de la France, qu'était de Gaulle, se réduisait à un chef de parti rassembleur de la droite autoritaire et religieuse. Son opposition au RPF marche plus. Son opposition au RPF affleura publiquement en octobre 1948 dans un article que l'académicien écrivit en prenant à partie le général de Gaulle, qui avait attaqué les partisans de la troisième force qui disaient être, je le cite, satisfaits du désordre actuel et les qualifiait de nageurs en eau sale. Mauriac trouva le propos injuste et osa écrire ceci. Il faudrait que ceux qui se croient appelés à conduire leur peuple aient toujours présent en eux les mots jetés sur le papier par Pascal, grandeur de l'âme humaine. Car le mépris de l'homme se dissimule à la racine des dictatures. C'est le nom du ver qui les ronge, qui les déshonore et qui les tue. Le mépris de l'homme. Voilà bien ce que l'auteur de Cahiers noirs trouvait dans le cœur des Machiavel, nouveau maître des fascismes qui imposait leur ordre à l'Europe, a servi de 1940 à 1945. Que François Mauriac ait pu un moment craindre que le RPF soit dénué de culture démocratique nous paraît évident. En avril 1949, Claude Mauriac, qui vint de prendre la direction d'un mensuel proche du RPF, Liberté de l'Esprit, chargea Roger Minier de convaincre son père, François Mauriac, de collaborer à la revue. L'éditorialiste du Figaro déclina l'invitation. Le temps de la double fidélité était bien révolu. Pour François Mauriac, de Gaulle s'était trompé de rôle. Et voilà ce qu'il écrit à Minier. L'erreur irréparable, c'est le renoncement à ce rôle, Jeanne d'Arc, à cette position miraculeusement plafonnante pour polariser un ramassis de tout ce qui cherche fortune et aventure. Rien ne le détourna de cette opinion, alors même qu'en mai 1953, le lecteur de l'époque était bien en peine de mesurer la profonde déception que lui inspiraient maintenant les démocrates chrétiens au pouvoir. Depuis 1950-1951, le jugement qu'il portait sur l'action du NRP affleurait peu, sinon pas du tout. Et pourtant, la guerre d'Indochine s'éternisait et l'Afrique du Nord posait de sérieuses difficultés. C'est alors que survinrent les événements du Maroc,
et la répression française qui réduisit au silence une bonne partie de l'opposition nationaliste. Alerté directement, tout juste auréolé du prestige du prix Nobel de littérature, Mauriac allait se lancer dans une bataille qui déjà, dans le milieu catholique et notamment au sein du Républicain populaire, commençait à sourdre depuis les débuts des années 50. Et puis, il rompit. À la fin du mois de juin 1953, Maurice Schumann, dont on a parlé, qui venait d'être nommé secrétaire d'État aux Affaires étrangères, reçut de Mauriac une lettre qui l'adjurait de renoncer à la politique suivie de l'Union française. Et comme une sentence cette annonce, votre parti n'est plus le mien. Notre rôle, à nous maintenant catholiques, c'est de nous désolidariser de vous partout et en toute occasion. La rupture était entière, il avait entamé un processus qui allait le conduire à se démerpiser, selon sa formule de 1955. Son regard, détourné du MRP, Mauriac ne le dirigea pas pour autant vers de Gaulle. Il le fixa sur celui qui sut régler le conflit indochinois vieux de près de 9 ans, Pierre Mendès France. Mauriac n'hésita pas alors à dire sa sympathie et son engagement pour la gauche. Son bloc-notes, qui trouva refuge dans l'Express en 1954, vibra d'un mendésisme fervent jusqu'en 1957. Et de Gaulle, Mauriac n'oubliait pas. Il lui restait attaché jusque dans son admiration à Mendès France. Pierre Mendès France reste l'homme qui, sans renverser les alliances, peut rendre à la nation le pouvoir de suivre à l'extérieur les directives de Gaulle. En fait, de 1954 à 1958, le nom de l'homme du 18 juin revint de plus en plus souvent sous la plume de celui de Malagar. Il était le recours, celui qui délivrerait la France du piège institutionnel et colonial dans lequel elle s'était enfermée. En novembre 1957, le ton changea. À cette époque, à en croire Mauriac, il ne semble exister qu'un seul homme capable de redresser le pays. Un homme existe, qui, parlant au nom de la nation, alors comme rayé de la carte, ne permit jamais à ses alliés tout-puissants un seul manque d'égard. Oui, cet homme existe, mais n'espérez pas qu'au Parlement ou à l'Élysée, il ne se trouve personne pour recourir à lui. Plutôt crever, il faut donner au mot un sens absolu quand il échappe à un de nos maîtres, dès qu'il entend prononcer le nom de Gaulle. En février 1958, De Gaulle lui apparut comme celui, je cite, qui nous rendrait l'honneur. Alors le temps est venu de la ferveur. En mai 1958, De Gaulle revint au pouvoir. Mauriac, un temps inquiet par les conditions de retour du général De Gaulle au pouvoir, finit par le soutenir contre Pierre Mendès France et quelques autres qui, à gauche, étaient devenus ses amis quelques années plus tôt. L'auteur du bloc-notes serait alors la plume du gaullisme militant, un gaullisme fébrile, égratignant jusqu'au sang tout ce qui ne contribuait pas à la grandeur d'un homme concourant au salut de la France. Devenu une sorte de polémiste inquisiteur, il jetait l'anathème sur tout ce qui entravait l'œuvre du général et ne participait pas au rayonnement du gaullisme. Jean Le Calmet, le MRP qui se présenta contre De Gaulle à l'élection présidentielle de 1965, fut cloué au pilori érigé par Mauriac. Ce n'est pas une conjecture, c'est l'inexistence de tout atome crochu entre ce monsieur Le Calmet et moi. Comme je ne l'ai jamais rencontré, je puis le dire à la lettre, c'est en peinture que je ne puis le souffrir, son sourire et ses dents relèvent pour moi du cauchemar. Quant au journaliste de France Observateur, Claude Bourdet, il reçut avec la gauche ce paquet de barrets venant de Mauriac à la faveur du rappel des circonstances du retour du général au pouvoir en 1958.
Alors, nous dûmes choisir, face à des éléments de l'armée mutinée, entre De Gaulle et ce rien dont, cher Bourdet, vous avez toujours été en politique d'expression. Mauriac, caricaturé, reprit alors pour ses détracteurs les traits de la vieille Corneille élégiaque, terme de Pierre Hervé. Aussi, il ne faut pas être surpris qu'en 1964, lorsque Mauriac publia son De Gaulle, 1000 sarcasmes fondirent sur son auteur. Étienne Borne, l'intellectuel du MRP, prit sa revanche en dénonçant un véhément amour du prince. Jacques Laurent, dans ce livre fameux, Mauriac sous De Gaulle, évoqua une passion obscène. Pierre, dans son côté, releva des liens de nature quasi charnelle. Quant à Simone de Beauvoir, qui lui rendait un chien de sa chienne, elle crut voir dans le gaullisme mauriacien les signes d'une réelle sénilité. Il faut comprendre le gaullisme militant de Mauriac. Oui, alors là vous avez un extrait de Canard enchaîné avec un dessin de François Mauriac, où on voit De Gaulle, n'est-ce pas, héros de Mauriac, qui est agenouillé à la fin de la bande dessinée, où il se représente. Il faut comprendre le gaullisme militant de Mauriac à la fin de sa vie. Le général de Gaulle réussissait la synthèse de courants politiques contradictoires chez Mauriac. Celui-ci restait le jeune homme qui avait milité aux côtés de Marc Sangnier, l'apôtre du catholicisme social dont les rêves l'avaient porté à espérer que l'Église se réconciliât avec la République. Mais il demeurait aussi un Parisien, le fidèle de Maurice Barrès. Au-delà de la reconnaissance qu'il reçut du maître des lettres en 1910 et qui le lança dans les salons, Mauriac entretenait un fond de nationalisme qui exultait lorsque De Gaulle parlait de la grandeur de la France et s'inquiétait à l'idée d'une Europe intégrée et de l'atlantisme. En outre, Mauriac n'a jamais été acquis au parlementarisme. Il préférait le régime établi en 1958 et qu'il qualifiait de république consulaire. Élevé par une mère peu amène envers la République, déçu par les impuissances de la troisième et de la quatrième, Mauriac considérait que la cinquième avait la qualité d'être gouvernée durablement, solidement, c'est-à-dire sans les entraves du jeu parlementaire qui lui semblait être, je le cite, un grouillement de bactéries. La démocratie n'était pas là à ses yeux. Elle se trouvait bien davantage dans le vaisseau amiral dont la barre était tenue d'une main ferme et à qui le recours référendaire pouvait donner l'assurance d'une caution démocratique. Enfin, et c'est à cela aussi qu'il faut apprécier le gaullisme mauriacien, il estimait que le gouvernement du général avait atteint les hauteurs qu'il ne cessait de mesurer de conformité aux exigences évangéliques. Tout en restant laïque, De Gaulle menait à ses yeux une politique accordée aux principes chrétiens. Ne sourions pas, Mauriac y crut. Le gaullisme fut la rencontre d'une grande pensée politique et d'une grande nation déclinante que l'excès même de son malheur avait obligé de se soumettre à cette pensée. C'est ainsi que Mauriac définissait le gaullisme en octobre 62. Il s'agit là d'une définition conjoncturelle qui ne saisit pas l'essence de l'acception du mot. Pour en révéler le sens plein, Mauriac aurait dû puiser en lui-même dans cette symbiose audacieuse de la démocratie chrétienne et du barrésisme flirtant un peu avec l'action française. Il y aurait trouvé son unité politique, la pierre de touche du temple républicain tel qu'il l'avait toujours rêvé et qu'il vit enfin érigé
sur les ruines de la 4e République. Cette unité et la cohérence de Mauriac dans les entrelacs de ses engagements politiques. On peut adopter ou rejeter la conception de la République idéale de ce catholique. Elle n'en demeure pas moins celle du jeune sioniste de 1905, celle du soldat de la Grande Guerre, celle du chroniqueur, du Gaulois, celle du défenseur des Basques et des républicains espagnols, tout comme celle de l'auteur du Cahier noir, ou celle encore du président du comité France-Maghreb et du mendésiste. Elle est surtout celle du chrétien qui ne pouvait concevoir le destin de Marianne hors de la lumière des béatitudes. Il reconnut enfin ses traits un jour de septembre 1958 avec ceux de De Gaulle. Il lui resta fidèle, comme à son fondateur. On comprend alors pourquoi Mauriac ait pu écrire « Charles de Gaulle n'est pas l'homme du destin, il est l'homme de la grâce ». Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, cher Perpétuel, pour cette très belle présentation. Ça m'a rappelé une formule, je ne m'en rappelle plus, où j'ai entendu à propos du livre de Mauriac, auquel un de ses adversaires disait « Il n'est pas sûr que la position à genoux soit la meilleure pour écrire ». La parole est à la salle, je crois qu'il nous reste peu de temps, d'autant que vous avez encore le salon à visiter, je crois, et que demain il y a d'autres conférences qui vont intervenir. Donc, souhaitez-vous, vous pouvez intervenir. Ils ont pitié pour ma voix. Je ne voudrais pas encore en parler, mais il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. C'est que dans la conscience de la nation, on ne parle jamais de la responsabilité de De Gaulle quand il a nommé Thierry d'Argentlieu chef à l'Indochine, lequel a évincé Leclerc, qui avait déjà plus ou moins passé des accords avec Ho Chi Minh, et qui a précipité la guerre d'Indochine, alors qu'on aurait pu s'en tirer, on aurait pu s'en sortir. Voilà. Et tout ça pour vous dire que je m'intéresse au sujet, j'ai bien l'intention un jour de pondre quelque chose. Parce que je trouve que ça manque. On n'a pas assez appesanti la chose. Alors j'aurais voulu savoir ce qu'en disait Mauriac là-dessus. Mauriac, en 1950, à l'époque, on peut parler, c'est-à-dire en 46-47, Mauriac est à fond pour la MRP. Donc, pour lui, il n'y a qu'une politique qui vaille, c'est celle que la MRP pratique. Il ne parle pas du général de Gaulle. Le général de Gaulle, pour lui, a disparu de la circulation. Au contraire, il s'en défie grandement, même s'il a une reconnaissance de Gaulle, pour pour ce qu'il a fait pendant la guerre. Mais il voit bien, il dit à un moment donné qu'il s'est rendormi. Il s'est rendormi parce qu'il avait ses amis démocrates chrétiens au pouvoir. Et au final, c'est même la guerre d'Indochine ne le préoccupe pas. Il n'en parle pas parce qu'il a confiance. Du reste, c'est la même confiance qui le fera se taire à partir de 1958 pour l'Algérie. On a Mauriac, tout feu, tout flamme contre les gouvernements de la 4e République. On le voit même manifester avec Massignon, enfin, on le voit très actif. Et à partir du moment où De Gaulle est au pouvoir, il se rendort encore une fois. Voilà. Il fait confiance. Et c'est ce qui s'est passé pendant la période où le MRP se retrouve effectivement à la tête des affaires étrangères.